Une haine de femme par Louis Hulbach. Je ne crois pas sérieusement à la haine des hommes, et je ne crois pas du tout à la haine des femmes. Les hommes ont de l'orgueil, les femmes ont des nerfs. Quand l'orgueil est satisfait, ils désarment, et quand les nerfs sont apaisés, l'esprit féminin n'a plus de rancune. Il est bien entendu que j'accepte les fous et les imbéciles fiefés. Si, après cet aveu, quelqu'un, par impossible, se déclare mon ennemi, il sait dans quelle catégorie je le laisse libre de choisir sa place. J'exposais cette théorie devant un de mes amis, qui me parut incrédule, et comme je le sollicitais de discuter avec moi, il me répondit en souriant « Je vais te faire un récit qui vaudra mieux que des arguments physiologiques, psychologiques. J'ai souffert d'une haine féminine qui pouvait me perdre. Si je n'avais résolument tué mon ennemi. »« Tu as tué une femme ?» Comme mon ami souriait et ne semblait pas avoir de remords, je le regardais sans horreur, en l'invitant à continuer, en m'excusant de mon interruption. « Mon Dieu, oui, j'ai tué une belle jeune fille, et ce fut la plus spirituelle action de ma vie. Tout mon bonheur vient de ce meurtre-là. » L'insistance de mon ami à parler de meurtre m'agaçait. « Ne pourrais-tu employer un autre terme ?» lui demandai-je. « Il n'y en a pas, » me répliqua-t-il avec le même sourire. « Tu en jugeras toi-même. » J'avais moins de 20 ans. J'étais à la campagne, chez des amis riches qui, pendant l'été, donnaient l'hospitalité à plusieurs familles. On organisait des représentations dramatiques. On s'amusait innocemment entre jeunes hommes et jeunes filles du même âge. Certes, l'innocence n'était pas sans tressaillement, mais nous étions tous, avec nos appétits et notre honnêteté de 20 ans, comme des enfants gourmands et sages auxquels on a défendu de demander du dessert avant le signal des grands-parents. Et si nous regardions les pommes et les pêches sur les joues de ces demoiselles, nous ne tentions pas d'y mordre. Tout au plus, dans la cueillette des fleurs, des marguerites, des roses, dans certaines façons d'effleurer la main par hasard, mettions-nous des intentions qui faisaient rougir ces demoiselles et qui nous faisaient pâlir. Or, nos scélératesses duraient l'espace d'un soupir, et nous étions si infidèles à ces fiancées d'une seconde, nous changions si vite d'amoureuses, que nous nous ébattions innocemment dans l'aurore de l'amour, sans nous aimer. Mon ami s'arrêta, et je vis le bout de sa langue frôler ses lèvres, comme pour y chercher un reste du miel de ses 20 ans. Il en a près de 60 aujourd'hui. Dans cette familiarité innocente, reprit-il, on s'appelait volontiers par son nom de baptême plutôt que par son nom de famille, et il arrivait souvent qu'on se querellait aussi franchement qu'on s'amusait. Des jeunes gens de 18, de 19, de 20 ans même, quand ils sont en nombre, deviennent des enfants. Leur bruit les ramène en arrière. Ils ne sont graves et ne visent au rôle de monsieur ou de dame que quand ils sont isolés parmi des gens sérieux. Nous gaminions avec délice. Une de ses petites amies me contredisait souvent et moi je la taquinais pour me venger. Elle avait de l'esprit et s'en servait trop. Elle avait fait de belles études et se moquait des miennes. De mon côté, je n'aimais pas qu'on me prît mes mots, qu'on déflorât mes réparties. On nous mettait aux prises pour amuser la société. Je la trouvais pédante, elle me trouvait sot. Nous ne formulions pas d'opinion sur nos avantages physiques. J'étais agacé d'entendre dire parfois qu'elle était mince et jolie, et comme j'entrai un jour dans le salon, sans que l'on m'eût entendu venir, je surpris cette opinion formulée sur mon compte par Sophie B. Avec sa tête de mouton, il a raison de vouloir des favoris en côtelette. C'est sa meilleure façon de se parer. Je trouvais la plaisanterie détestable, et de ce jour-là, je me dis que mon besoin de taquiner Sophie était la vocation d'une antipathie profonde. De son côté, enhardie par ses épigrammes, engagée par ses malices, elle commença par ne me ménager aucun signe de dédain et presque d'aversion. Un soir, on jouait au petit jeu. Je voulus me venger. Depuis 8 jours, nous échangeons à peine un salut le matin et le soir. Nous ne nous donnions plus la main, et entre nous fermentait une animosité formidable. Comme j'avais à choisir une demoiselle pour obtenir par un baiser la rançon d'un gage, je choisis Sophie B. On rit beaucoup de l'obligation où elle allait se trouver de m'embrasser. Elle se leva, vint à moi vivement, et comme la scène se passait à l'extrémité du salon, dans une porte grande ouverte, elle me poussa dehors, pour ainsi dire, par la pointe de son regard, et quand nous fûmes à demi sortis de la pièce. « Que voulez-vous de moi ?» me demanda-t-elle, les dents serrées, sans doute pour résister à la tentation de me mordre.
Vous faire goûter à mes côtelettes, lui dis-je en montrant ma joue. Je conviens que la réponse n'était pas trop spirituelle, mais dans ce temps-là... Les yeux de Sophie B. s'allumèrent. « Jamais !» fit-elle sourdement. Je voulus lui saisir les mains, l'embrasser de force. Le jeu autorisait cette hardiesse. Elle abattit ses doigts sur les miens, et je sentis les plus impitoyables des ongles de harpie me déchirer jusqu'au sang. Elle me faisait très mal. Je souris. Elle osa me sourire avec un regard féroce. Je la laissai se reculer, rentrer dans le salon. J'y rentrai à mon tour en mettant mes mains dans mes poches pour dissimuler la blessure. On crut que nous nous étions embrassés délicatement et on applaudit. Dès que je pus m'esquiver, j'allais laver mon sang. Je fis un petit maquillage. Je trouvai l'occasion de mentir ensuite en feignant de m'écorcher dans un rosier. Je gardai le secret de cette déclaration de guerre, mais je sentis que c'était la guerre ouverte, flagrante, entre cette grande jolie fille et moi. Mon amie s'interrompit pour regarder ses mains. Elle n'avait plus la moindre trace de cicatrice. « Qu'est-ce que ton récit prouve ?» lui dis-je en riant. « Que mademoiselle Sophie était nerveuse. Tu l'as dit toi-même, on s'écorche au rosier. Tu t'es écorché, mais plus tard. »« Plus tard !» s'écria mon amie avec une sorte de violence. Elle fut mon ennemie déclarée. Le lendemain de l'égratignure, je lui offris cérémonieusement de fort jolis petits ciseaux dans un étui, des ciseaux à ongles. Je croyais qu'elle n'accepterait pas, qu'elle allait jeter mon cadeau ou qu'elle tenterait de m'en crever les yeux. Elle fut plus hardie. « Merci, » me dit-elle avec un rire frissonnant de mépris. « J'emporte ce souvenir d'une leçon bien donnée et bien reçue. » Elle fit abréger le séjour de la campagne par ses parents et s'en alla plus tôt que d'habitude pour ne plus se retrouver avec moi. L'année suivante, elle ne revint pas, et moi qui m'occupais un peu d'industrie en attendant la position d'ingénieur à laquelle mon diplôme me donnait droit, je ne fis que des visites à nos amis. J'entendis parler d'elle. On s'étonnait de l'acuité de son caractère. Je l'aperçus dans le monde, je trouvais qu'elle séchait un peu. Je la pris en pitié, je me défendais de la haïr, et pourtant elle faisait tout pour m'affranchir de mes scrupules. Après 5 ans de cette inimitié à distance, bien que je ne fusse guère en humeur de me marier, je fus poussé par ma famille à solliciter la main d'une des amies de Sophie B. Le parti était honorable, riche pour moi qui n'avais pas de fortune. J'avouerais bien que si je n'étais pas amoureux, j'étais assez loyal pour rendre heureuse la très honnête personne qui m'aurait mis dans la voie des grands succès. Je n'aimais personne, je n'avais dans le cœur que ce sentiment haineux qui était plutôt un ressentiment combattu par la pitié. J'étais ingénieur attaché à une grande entreprise dont je pouvais devenir le chef grâce à la dot de ma femme. La jeune personne me refusa à cause de mon affreux caractère et ma mère apprit que Sophie B. avait parlé de moi en termes tels que les parents de la jeune fille s'estimaient bien heureux d'avoir préservé leur enfant adoré du danger, du malheur de m'épouser. J'eus d'autres preuves de cet acharnement. Je me défendais moi-même contre les suggestions de ma colère. Je n'étais préoccupé que de mon ennemi. Je rêvais de l'humilier formidablement, de la punir, de l'attendrir, de m'en faire aimer pour la dédaigner. Elle me rendait fou. Mon ami s'interrompit encore pour s'essuyer le front. « Ton ennemie n'était qu'une coquette, » lui dis-je en riant. « Coquette, oh non. Quand je la rencontrais, je la trouvais toujours simple de mise, raide de tenue, indifférente aux hommages que son nom, qu'une certaine grâce altière lui attirait. On prétendait qu'elle avait la vocation du célibat, qu'elle voulait rester vieille fille. Pendant un été, j'étais au bain de mer de Dieppe, et je crus que j'allais devenir très épris de la belle madame de Querpont. Rien de platonique ne me poussait à cette aventure, mais le platonisme, dans la forme au début, était de rigueur. Je fis correctement ma cour. Je me croyais bien près du but, quand un beau jour, madame de Querpont me rit au nez, et m'avoua qu'une de ses amies du couvent, Sophie B., dans la correspondance échangée entre elles, m'avait dépeint comme le plus indiscret des hommes. On ne pouvait se fier à moi. Ainsi, cette pain-bêche, cet ennemi m'avait donc empêché de me marier et d'avoir une maîtresse. C'était trop fort. De quoi se mêlait-elle? J'avais des fureurs indignes d'un galant homme. Je l'aurais égratigné à mon tour. Sa pensée devint une obsession continue qui me rendait incapable de travail. Je la voyais en rêve, avec les ciseaux que je lui avais donnés, coupant partout les fils de ma destinée.
De loin en loin, je l'apercevais en réalité impassible, s'amincissant comme un cierge. On la trouvait jolie encore. J'aurais voulu la trouver abominable. Le croirais-tu? Je résolus de m'expatrier. Pauvre fou, m'écriai-je, tu l'aimais? Peut-être bien, reprit mon ami, mais je n'avais pas conscience alors de cet amour, et c'était de bonne foi que je la haïssais. Je fis des démarches au ministère des Travaux publics pour une mission, une étude dans un de nos départements miniers. Je croyais que cette fois mademoiselle Sophie ne pouvait intervenir. Elle connut mes démarches. Le secrétaire du ministre était encore le mari d'une de ses amies. Que dit-elle? Je l'ignore. Mais j'acquis la certitude que cette fois encore elle m'avait devancé. Je résolus d'en finir, fût-ce au prix d'un esclandre, d'une démarche saugrenue. Je ne savais comment. Le hasard me fournit l'occasion souhaitée. Ce fut précisément dans un bal donné au ministère des Travaux publics. On l'en voulait bien de moi, comme danseur, mais non comme ingénieur. J'y étais venu par désœuvrement, par dépit, par fatalité, si tu veux. À peine arrivé, j'aperçus Sophie B. avec sa mère. J'allai droit à ces dames et après un salut correct, j'invitai Sophie à danser. Je devais avoir l'air terrible, je fronçais les sourcils. Je n'avais pas la moindre envie de danser. J'étais persuadé que Sophie allait me refuser, et je prendrais texte de ce refus pour entamer une explication devant sa mère. Sophie accepta, presque gaiement. Je lui offris le bras, et nous nous éloignâmes. « Est-ce que vous tenez à danser ?» lui demandai-je sèchement, quand nous fûmes au milieu des danseurs. « Non, » me répondit-elle du même ton. « Si nous causions, je veux bien. » Nous allâmes, raides, bras dessus, bras dessous, les deux cœurs battant de colère, jusque dans un petit salon, un boudoir où nous fûmes seuls. Elle s'assit. Je restai debout. As-tu jamais eu une explication sérieuse, haineuse avec une femme? Tu as dû, dans ce cas, t'apercevoir combien il est nécessaire pour que l'homme garde sa supériorité, sa sûreté, son droit absolu, qu'il ne regarde pas fixement son adversaire féminin. Il est déjà si pénible d'essayer de parler à une femme comme on parlerait à un homme. Si on la voit pâlir, rougir, s'irriter, protester ou supplier, adieu la rhétorique, les reproches, l'anathème. Je commençai donc en baissant les yeux ou en les relevant pour regarder au plafond l'explication projetée. Je confessai mon étonnement, mon indignation. Sophie me gardait-elle rancune des plaisanteries d'autrefois? Comment ne comprenait-elle pas que ce jeu était cruel, qu'il m'était impossible de l'en punir, comme je punirais un homme? Je m'attendris en parlant. J'attestai qu'il n'y avait en moi aucun levain haineux. Emporté par le désir de la confondre, je fis d'elle le portrait que j'aurais voulu faire d'après nature. Je la décrivais souriante, épanouie, aimante, jolie avec tout son esprit, belle avec toute sa beauté. Ah, cette Sophie-là, comme je l'aurais respectée, aimée. J'osai la regarder, quand je me sentis les yeux pleins de larmes. Alors, mon ami, juge de ma stupeur, la Sophie que j'avais peinte était là devant moi, un sourire sublime aux lèvres, une lueur divine dans les yeux. Elle pleurait aussi et me tendait les mains. « Enfin !» dit-elle avec un soupir et en se levant. Je la reçus dans mes bras. « Triomphe, mon cher. Tu as raison. Les femmes ne haïssent souvent, ou ne feignent de haïr que par embarras d'aimer. » Sophie se raconta elle-même avec une candeur adorable. « Quand j'ai senti que je vous aimais, me dit-elle, j'ai eu peur de moi, plus que de vous. Oui, quand nous jouions au petit jeu, je vous aimais, et je vous ai égratigné jusqu'au sang, de peur de me suspendre à votre cou. Je me suis prise à mon piège. Ah, vos petits ciseaux, je les ai gardés. Combien de fois n'ai-je pas été tenté de m'en servir pour m'ouvrir les veines, pour me tuer? Quand, à des emportements de jalousie que je prenais pour de la haine, je sentais que je ne pourrais vous voir heureux, avec une autre, loin de moi. Oui, je serais morte de votre mariage, de votre départ. Oui, je vous suivais, pour vous garder. Ah, si vous m'aviez provoqué plus tôt! J'aurais vu plus tôt dans mon cœur. Cette haine, c'était l'exaspération d'un amour que la pudeur avait armé de griffes au début, que la fierté maintenait armé. Pourquoi ne m'avez-vous pas deviné, me croyez-vous? Voulez-vous m'épouser? Si je la croyais, si je voulais l'aimer, ah mon ami, qu'elle était jolie! Dans un baiser chaste, pieux, reconnaissant, que je lui mis sur le front, je tuai la vieille fille. Trouve-moi un autre mot. Et je fis apparaître la fiancée rêvée. Quand nous revînmes vers sa mère,
Sophie avait le visage si radieux